Mesdames et messieurs, on va reprendre. Vous pouvez mettre vos casques. Pour ceux qui ont plus de difficultés avec le français, je remercie par avance nos traductrices qui sont là et qui vont faire un travail extraordinaire, j'en suis sûr. Alors, cette deuxième table ronde, elle a trait aux critères judiciaires de distinction entre le discrétionnaire et l'arbitraire. Alors, pour ça, on va avoir deux spécialistes à la table. On va à la voir, alors je vais le prendre dans l'ordre de passage. On va avoir d'abord Olivier Staes, qui est professeur à l'Université Toulouse 1 Capitole et qui est membre du Centre de droit des affaires et qui va nous parler de ce critère au sein du juge français, pardon. Lapsus. Au sein du juge français. Et puis, on va avoir Cristina Teresa Gaolia, qui est juge ici à Rio et qui va nous donner son opinion de juge sur le pouvoir discrétionnaire qui est le sien. Elle va se présenter un petit peu plus, donc je vais la laisser parler tout à l'heure pour se présenter elle-même. Je vais passer immédiatement pour un peu plus de 20-25 minutes à peu près, hein, si on veut faire des questions, 20-25 minutes à Olivier Staes. Et je dois dire que je me sens très puissant aujourd'hui, parce que ça n'existe pas en France. Et on va le copier. Voilà, il y a déjà une influence majeure du Brésil sur la France dans les colloques, c'est extraordinaire. Parce que vous savez que les Français ont beaucoup de mal avec le temps qui passe et avec les colloques qui durent jusqu'à 20h le soir, parce que tout le monde veut parler une demi-heure. Et voilà, là au moins on a trouvé la solution grâce aux Brésiliens d'avance, merci. Et donc, je vais laisser la parole immédiatement à mon ami Olivier Staes pour son intervention. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai bien compris le message. Je vais essayer donc de ne pas dépasser 30 minutes et voire de m'efforcer, donc de faire un peu moins. Avant tout, je voulais remercier les organisateurs du colloque pour m'avoir proposé d'intervenir ici à Rio et de découvrir donc cette magnifique ville. Donc, je suis doublement ravi donc d'intervenir et aussi donc d'avoir découvert donc cette magnifique plage sur Copacabana. Il me reste encore quelques jours. Je pense que je profiterai donc grandement pour découvrir aussi de nouvelles belles choses de cette ville. Donc le thème que je vais aborder, c'est le thème de l'arbitraire et du pouvoir discrétionnaire du juge. Autrement dit, donc une approche tripartite, le juge, l'arbitraire et le discrétionnaire. Donc pour aborder ce point, il faut d'abord partir de la fonction du juge. Le juge doit dire le droit relativement à une situation conflictuelle ou à une situation gracieuse. Et il va appliquer le droit sous le contrôle de la Cour de cassation qui va assurer la garantie de la bonne application du droit relativement donc, à ces deux types de situations. Lorsqu'une partie demande ou ne demande pas au juge de tirer des conséquences juridiques d'une situation de fait, sa demande est irrecevable. Le juge n'étant pas là donc, pour donner des constats, mais simplement pour dire si effectivement la loi s'applique et comment elle doit s'appliquer. Il en résulte que si, au cours d'une manifestation franco-brésilienne, une association saisit le juge aux seules fins de savoir si le pain de sucre qu'elle entend reconstituer peut contenir sur la place du Capitole, le juge lui dira que l'initiative est très intéressante, mais elle ne relève pas donc, de son pouvoir juridictionnel. Le pouvoir donc, juridictionnel du juge donc, se manifeste soit par la fonction contentieuse, soit par la fonction gracieuse. Et la Cour de cassation, pour pouvoir exercer son contrôle, suppose que le juge motive sa décision. Ce qui paraît tout à fait logique, dès lors qu'on va appliquer donc, du droit à une situation. Pour autant, la Cour de cassation et le législateur, dans certains cas, dispensent le juge de motiver certaines décisions. Et en cas d'absence donc, de dispense de motivation, le Code de procédure civile emploie une terminologie donc, que l'on a vue à plusieurs reprises, mais qui là prend donc, une signification particulière, c'est le pouvoir discrétionnaire du juge.
En procédure, lorsqu'on dit donc le juge a un pouvoir discrétionnaire, cela signifie que le juge est dispensé donc de motiver sa décision. Alors attention, il n'est pas dispensé d'appliquer les règles de droit. Il est simplement dispensé de motiver, ce qui aura une incidence lorsqu'on va examiner le contrôle qui va être exercé par la Cour de cassation. L'arbitraire n'est pas visé par le Code de procédure civile et dans le langage courant, l'arbitraire peut être synonyme d'inégalité ou encore d'injustice. Ce terme est employé par la doctrine processualiste, c'est-à-dire le terme d'arbitraire, lorsque le juge a méconnu ses attributions. De sorte qu'en procédure civile, la notion d'arbitraire et la notion de discrétionnaire renvoient à deux réalités distinctes. L'arbitraire, c'est lorsque le juge va sortir de ses pouvoirs juridictionnels, ça a déjà un peu été évoqué, sous un angle sur certaines disciplines. Par contre, le pouvoir discrétionnaire va lui permettre, dans les limites de ses attributions, de prendre une décision sans avoir à justifier sa motivation juridique. Les pouvoirs et les obligations du juge, qui statue au provisoire ou au principal, par opposition à la Cour de cassation qui est juge du droit, sont déterminés par la loi. Lorsque un tiers ou une partie considère que le juge a violé la loi, le pourvoi va permettre à la Cour de cassation de sanctionner la bonne ou mauvaise application de la règle de droit. L'étendue du contrôle de la Cour de cassation doit être précisée, d'une part quant à son domaine et d'autre part quant au cas d'ouverture à cassation. D'une part, le juge du droit, c'est-à-dire la Cour de cassation, ne contrôle ni la matérialité des faits, ni l'interprétation des faits. De plus, en raison de son contrôle et de son rôle unificateur de jurisprudence, la Cour de cassation ne contrôle pas l'interprétation des conventions, qui certes sont génératrices de droits et d'obligations, mais ces conventions n'ont vocation qu'à s'appliquer aux personnes et aux parties contractantes, de sorte qu'on n'est pas dans le rôle unificateur de la Cour de cassation, et à ce moment-là, elle laisse l'interprétation des conventions au pouvoir souverain des juges du fond. Donc il faut bien distinguer le pouvoir discrétionnaire, je n'ai pas à motiver en tant que juge la décision que je vais prendre, et ensuite le pouvoir souverain du juge du fond, c'est-à-dire que la Cour de cassation exige une motivation, mais par contre, elle ne va pas contrôler l'interprétation que le juge du fond en aura fait. Cependant, le contrat étant la loi des parties, la Cour de cassation contrôle la dénaturation des termes clairs et précis des conventions, puisque à ce moment-là, on est sur, comme on peut pouvoir le constater, éventuellement un excès de pouvoir, puisqu'il va sortir des attributions qui lui ont été données. D'autre part, deuxième observation, l'article 604 du Code de procédure civile, qui énonce que le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité d'un jugement qu'il attaque aux règles de droit, n'indique aucun cas d'ouverture. Ces cas d'ouverture ont été synthétisés par la doctrine. Et lorsqu'on regarde les cas d'ouverture qui figurent effectivement dans les visas des arrêts de la Cour de cassation, on voit la violation de la loi, la dénaturation des clauses claires et précises comme on a vu, ou encore le défaut de base légale ou l'incompétence. Par contre, aucun cas d'ouverture ne vise le discrétionnaire et l'arbitraire. Alors bien évidemment, lorsque la loi reconnaît au juge un pouvoir discrétionnaire, il exerce ce pouvoir dans les limites, puisque la loi le lui confère. Et donc à ce moment-là, on comprend très bien qu'il n'y a pas de sanction pour le juge qui n'aurait pas motivé sa décision. En revanche, l'arbitraire traduit une méconnaissance du juge de l'existence et de l'étendue de son pouvoir juridictionnel. Et l'arbitraire est un cas d'ouverture à cassation qui est désigné sous le terme d'excès de pouvoir. Dès lors que le juge va excéder ses pouvoirs, il rentre dans le domaine de l'arbitraire, il cesse sa fonction de juge, et à ce moment-là, il y a un pourvoi en cassation spécifique qui va permettre de sanctionner ce dépassement des attributions.
Si le pouvoir discrétionnaire reconnu au juge pour certaines décisions peut se justifier, c'est ce que nous verrons donc, dans un premier développement, donc, l'atteinte donc, à l'œuvre de justice par l'excès de pouvoir appelle une sanction inéluctable. Premier point, donc le pouvoir discrétionnaire du juge, sa justification et, comme on va le voir, certaines limites posées au moins par la doctrine. La motivation des jugements est une garantie de bonne justice lorsque le juge statue sur les droits et obligations des justiciables. Pour autant, la Cour de cassation reconnaît au juge le pouvoir de prendre certaines mesures sans avoir à motiver sa décision. À titre d'illustration, elle reconnaît au juge un pouvoir discrétionnaire pour refuser des délais de grâce. Alors ça a été contesté par la doctrine, mais la jurisprudence est constante de la Cour de cassation. De même, en matière d'injonction de payer, qui est une procédure particulière qui permet d'obtenir rapidement donc, une décision du juge sur des sommes d'argent, les textes donc prévoient que le juge de l'injonction de payer rend son ordonnance sans avoir à donner de motivation. Donc dans ces deux hypothèses, le juge va vous donner la solution, il n'y a aucune motivation et vous n'avez pas la possibilité donc, de contester sa décision, si ce n'est par des voies de recours, mais on rentre dans notre donc, application. Par contre, certaines dispenses de motivation peuvent être contestées donc, dès lors qu'elles vont avoir des incidences sur les droits et obligations des parties. Et c'est notamment donc, le cas, comme on va le voir, de certaines mesures d'administration judiciaire. Donc on va, dans un premier temps, voir ces mesures d'administration judiciaire telles qu'elles sont définies par le Code de procédure civile, et ensuite nous verrons que ces mesures d'administration judiciaire peuvent donc avoir des incidences sur les droits des justiciables. Les mesures d'administration judiciaire ont pour fonction d'assurer un fonctionnement donc, régulier et donc efficient de la justice. Elles n'ont pas en principe d'incidence sur les droits et obligations des parties puisque ce sont des mesures purement administratives. Et donc, à ce titre, donc, elles n'ont pas à être motivées et comme nous le verrons, elles ne sont pas non plus susceptibles de voie de recours. Le fondement étant toujours le même, ça n'a aucune incidence sur les droits des justiciables, c'est purement une mesure d'administration. À ce moment-là, donc, le juge est libre de prendre la mesure et il n'a pas à donner d'explication. Alors, quelques exemples, donc, sans rentrer dans les détails, c'est le cas de la jonction d'instance ou de la disjonction d'instance, ces mesures étant destinées donc, soit à prévenir les contrariétés de décision, soit à éviter donc, de retarder l'issue du procès. Et donc soit on va joindre deux instances, soit on va les disjoindre, mais en tout cas cette mesure n'affecte en rien les droits des parties. Autre mesure que l'on peut rencontrer et qui a été qualifiée donc, par le législateur de mesure d'administration judiciaire, c'est l'hypothèse de la radiation. La radiation va sanctionner un défaut de diligence des parties. Et dès lors, donc, on comprend que l'on retienne cette qualification. D'autant plus qu'il est important que les décisions de justice soient rendues dans des délais donc, brefs, et la Cour européenne des droits de l'homme sanctionne donc, les décisions de justice qui sont rendues donc, à l'issue d'un délai excessif. Pour autant, lorsqu'on regarde la conséquence donc, de la radiation peut avoir des conséquences sur les droits des justiciables. Puisque donc lorsqu'on va radier l'affaire, c'est une cause de suspension, et en cas d'inexécution de défaut de diligence pendant 2 ans, il y a péremption, et dès lors qu'il y a péremption, si le droit pour agir donc, a expiré avant la péremption, à ce moment-là, donc, la partie ne pourra pas donc, obtenir gain de cause. Pour autant, dans cette hypothèse, donc, la péremption, qui est une sanction, et les conséquences que ça peut avoir sur le droit substantiel se justifient, dans la mesure où en réalité, ce n'est pas la radiation qui porte atteinte donc, au droit du justiciable, c'est son défaut de diligence pendant 2 ans. Et donc à ce moment-là, on comprend très bien qu'on est posé comme qualification donc, une mesure d'administration judiciaire sur la radiation. Lorsque le législateur n'a pas qualifié la mesure qui est prise par le juge et qui potentiellement peut affecter
les droits des parties, la Cour de cassation doit se prononcer sur la nature de la décision. Et elle a notamment considéré que la réouverture des débats, hors les cas prévus par la loi, est laissée au juge et que la décision du juge constitue une mesure d'administration judiciaire. Alors, là, on est quand même sur un point qui peut avoir plus d'incidence sur les droits des justiciables, puisque, en général, lorsqu'on demande la réouverture, c'est soit pour produire de nouvelles pièces, et éventuellement, ajouter certaines prétentions. Pour autant, dans cette hypothèse, si ça a une incidence ça peut avoir une incidence sur les droits des parties, donc en tout cas sur le gain de succès du procès, il n'en demeure pas moins que la Cour de cassation, en posant cette qualification, souhaite et impose que les manœuvres dilatoires soient écartées, puisque vous ne pouvez faire aucun recours contre sa décision. Donc soit elle accepte de rouvrir les débats, soit elle n'accepte pas de rouvrir les débats, mais comme on considère que c'est simplement pour la bonne administration de la justice, ce qui est discutable, à ce moment-là, aucun recours n'est possible. Ces qualifications de mesures d'administration judiciaire peuvent avoir aussi des conséquences beaucoup plus importantes. Et là, on approche des limites de la qualification. C'est ainsi que le pouvoir discrétionnaire du juge et l'exclusion des voies de recours sont discutables lorsque la mesure d'administration judiciaire est susceptible d'avoir des conséquences plus ou moins directes sur les droits des justiciables. À titre d'exemple, je citerai la radiation pour défaut d'exécution d'un jugement exécutoire à titre provisoire. Dans ce type de situation, l'article 526 du Code de procédure civile prévoit que la partie qui n'exécute pas un jugement de première instance qui est exécutoire à titre provisoire peut être sanctionnée par la radiation qui sera prononcée à la demande de l'intimé. Et dans ce cas-là, cette radiation ne va pas lui permettre d'obtenir le double degré de juridiction. Or, dans cette hypothèse, c'est quand même assez discutable. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que la radiation pouvait constituer une atteinte au droit d'accès au juge. Donc voilà pour ces illustrations, je coupe, parce que je suis nécessairement toujours trop long sur ces questions. La qualification de mesure d'administration judiciaire qui dispense le juge de toute motivation et exclut les voies de recours permet au juge de s'affranchir de l'application de la règle de droit. Il n'a pas à motiver, il n'y a aucun recours, donc il va prendre une mesure qui est une mesure d'administration judiciaire, même si les conditions ne sont pas réunies, vous ne pouvez en aucun cas contester sa décision. Donc il ressort de ces quelques exemples que la qualification de mesure d'administration judiciaire permet au juge de commettre un excès de pouvoir qui à ce moment-là révèle la manifestation de l'arbitraire du juge. L'excès de pouvoir est un cas d'ouverture à cassation, distinct de la violation de la loi, ce qui devrait conduire à permettre dans tous les cas de sanctionner l'excès de pouvoir du juge. Il ressort des arrêts de la Cour de cassation que lorsque le juge refuse d'exercer un pouvoir que la loi lui confère ou exerce un pouvoir que la loi ne lui reconnaît pas, il entre dans le domaine de l'excès de pouvoir. Cependant, le contenu de la notion d'excès de pouvoir ne se laisse pas facilement appréhender et son contenu n'est pas encore véritablement établi par la jurisprudence, qui distingue l'excès de pouvoir négatif, on reconnaît un pouvoir au juge et le juge refuse de le prendre, ou au contraire, on limite les pouvoirs du juge et le juge va prendre une mesure pour laquelle il ne satisfait pas aux conditions prévues par le législateur. Et ici, on va voir qu'il faut dissocier deux hypothèses parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. Bon, je vais essayer de réduire au maximum, tout en conservant la substance quand même de cette notion d'excès de pouvoir. Donc, lorsque le juge prend une mesure que la loi lui interdit, l'excès de pouvoir ici ressort de la seule prise de la mesure, de sorte que ça ne pose pas de difficulté
vous n'avez pas le droit de prendre la mesure, vous l'avez prise, vous avez commis un excès de pouvoir, et à ce moment-là, donc, votre décision sera donc sanctionnée par la Cour de cassation. La situation est plus délicate lorsque le juge prend ou refuse de prendre une mesure qui est prévue par la loi. Parce que dans ces hypothèses, l'excès de pouvoir ne ressort pas donc, de la prise de la décision. Pour savoir si le juge a commis un excès de pouvoir, il faut à ce moment-là rechercher la motivation du juge. Et c'est à travers la motivation du juge qu'on va pouvoir faire la distinction entre l'excès de pouvoir et la mauvaise application de la règle de droit, fût-elle donc procédant d'une erreur grossière. Et dans ces hypothèses, donc toute la difficulté est de savoir donc quel est le critère qu'il faut prendre en considération pour savoir si le juge a commis une erreur grossière d'application de la règle de droit ou au contraire a commis un excès de pouvoir. Et sur ce critère, la Cour de cassation donc, n'a pas véritablement apporté donc, de réponse très claire. À mon sens, le critère de distinction est à rechercher dans la fonction du juge. Le juge a pour fonction de dire le droit. Autrement dit, lorsque le juge va se tromper sur l'application d'une règle de droit à une situation de fait, donc, son erreur, fût-elle grossière, évidente, ne relève pas de l'excès de pouvoir. Il n'a fait qu'exercer son rôle, qui est de dire on m'impose de vérifier au regard des critères de règle de droit si la situation de fait rentre dans le présupposé de la règle de droit. Donc dans cette hypothèse, on n'est pas sur de l'excès de pouvoir. En revanche, lorsque le juge modifie le présupposé de la règle de droit, soit qu'il va refuser de prendre une mesure donc, en ajoutant une condition qui n'est pas prévue par le législateur, soit qu'il va prendre une mesure en soustrayant une condition qui a été prévue par le législateur. Dans ces hypothèses, le juge sort de son rôle qui est de dire le droit relativement à une situation juridique pour endosser le costume du législateur. Et donc, ce passage donc, qui se caractérise par une modification des présupposés de la règle de droit révèle donc l'excès de pouvoir du juge. Et là, on voit, donc, cette distinction en théorie est assez simple à appliquer, sauf que ça suppose que le juge motive substantiellement son raisonnement juridique. Or, la Cour de cassation sanctionne effectivement le défaut de motivation, mais il y a toute une gradation dans la motivation. Ce qui fait que lorsque la motivation n'est pas suffisamment circonstanciée, il est parfois très difficile de savoir si le juge a commis un excès de pouvoir ou au contraire, donc, si le juge a donc, fait une mauvaise application de la règle de droit. La distinction, je vais finir là-dessus, la distinction entre excès de pouvoir et mauvaise application de la règle de droit est capitale lorsque le législateur a fermé les voies de recours contre certaines décisions. Il est tout à fait possible au législateur de fermer les recours contre les décisions dans la mesure où l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'impose pas un double degré de juridiction. Et donc à ce moment-là, on va avoir une décision qui va être rendue par le juge, donc elle va être entachée d'excès de pouvoir et normalement on ne pourra pas la sanctionner. Sauf que la Cour de cassation, qui a été donc amenée à se prononcer sur ces questions, a considéré que, alors je simplifie, il y a eu plusieurs périodes, je vais à la dernière, la Cour de cassation a considéré que dès lors que la décision rendue par le juge est entachée d'un excès de pouvoir, elle rouvrait les voies de recours pour faire sanctionner l'excès de pouvoir. Autrement dit, elle considère que le vice est tellement grave que même si le législateur a dit « vous ne pouvez pas exercer de recours contre cette décision », la Cour de cassation va rouvrir les voies de recours. Et la Cour de cassation n'ayant pas pu créer une voie de recours, puisque ça relève quand même du domaine du législateur, la Cour de cassation a considéré que dès lors qu'il y a excès de pouvoir, on rouvre les voies de recours, donc, et la qualification du recours va être calquée sur la voie de recours que l'on emprunte. C'est-à-dire que si on devait faire de l'appel qui a été fermé, ça sera de l'appel nullité, si c'est un tiers, ça sera de la tierce opposition nullité. Ces questions donc d'ouverture de voies de recours ont posé une autre difficulté, et je finirai donc sur ce point. Donc, la Cour de cassation a été donc amenée à se prononcer si donc
pour l'exercice des recours nullités, le juge donc, et l'huissier qui va notifier, c'est principalement l'huissier qui va notifier, doit préciser la voie de recours qui est ouverte pour faire sanctionner l'excès de pouvoir. Et la Cour de cassation a considéré que, à propos des recours nullités, ces recours n'étant pas prévus par la loi, mais créés par la jurisprudence, ces recours n'ont pas à être mentionnés dans les notifications des décisions de jurisprudence. Cette décision me paraît donc très discutable dans la mesure, bien évidemment, où lorsqu'on a des voies de recours qui sont enfermées dans des délais très brefs, cela veut dire qu'on va dire à une personne, lorsqu'elle va donc vouloir l'exercer, on est désolé, mais vous l'avez laissé passer le délai, sans qu'elle ait été informée donc, de la décision qui a été rendue, puisque la notification donc, pourra donc être différée. Je vous remercie donc de votre attention. Bon, je trouve que les petits panneaux sont très efficaces parce qu'il a fini avec 2 minutes d'avance. Alors, très déstabilisant parce qu'on ne sait plus où on est. Ça fait très peur aux collègues. C'est vraiment une très bonne idée. Alors, je vais avoir beaucoup plus de mal à les utiliser avec vous, Madame la juge. C'est plus facile avec un ami de Toulouse, voilà. Mais je vous passe avec plaisir la parole pour votre intervention. Então, bom dia a todas e todos. Bonjour, professeur Olivier Stess e professeur Gregory Kalflesch. Eu gostaria de agradecer. Eu vou falar um pouco mais devagar para facilitar a vida das intérpretes. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a gentileza do convite da professora Vanice Lírio do Vale, para integrar esse renomado colóquio, prestando, então, minhas homenagens a todos os professores brasileiros e franceses e ao auditório tão rico dessa manhã. Certamente, esse tipo de colóquio permite uma expansão crítica do conhecimento sobre a temática objeto do nosso encontro. Na complexa época contemporânea em que vivemos, a melhor compreensão de certos conceitos do campo administrativo e judiciário é um dever de todos que atuam em prol do crescimento mais justo e equânime das sociedades onde atuam. Assim, a precisão terminológica e, mais ainda, a verificação de como os conceitos se materializam no mundo da vida das pessoas é essencial. Algumas rápidas palavras sobre a minha pessoa, para situar a plateia sobre meu lugar de fala. Eu sou desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, juíza de 2º grau, atuando como coordenadora há 15 anos do programa Justiça Itinerante, um programa de facilitação do acesso à justiça de pessoas muito pobres, mas, mais que isso, dos invisíveis sociais, como presidiários e presidiárias, favelados e moradores da periferia da cidade do Rio de Janeiro, das populações de áreas rurais do interior do Estado, de prostitutas, moradores de rua, pessoas LGBTT, populações indígenas e moradores de áreas ribeirinhas. Terminei recentemente meu doutorado, que envolveu a pesquisa que fiz em 5 estados do país sobre como o judiciário brasileiro e seus juízes e juízas estão mudando a vida das pessoas que não chegam à justiça pelas vias ordinárias. Pois sem dinheiro, sapatos, roupas ou informações, não conhecem seus direitos e não entram nos palácios da justiça. E, ao me defrontar com as necessidades e a ausência de garantias
e proteção dos direitos humanos das pessoas que, em pequena parte, são agora atendidas pelos juízes das diversas justiças itinerantes, melhor compreendi uma nova face do judiciário, como interlocutor entre as pessoas e a lei. E, portanto, vivenciando as desigualdades sociais profundas em um país como o Brasil, com mais de 210 milhões de habitantes, em que 13,5 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, vivem com até R$ 145 por mês, o equivalente a cerca de 47 dólares americanos por mês. E em um país em que, pelas pesquisas recentes do IBGE, de outubro de 2019, 1/4 da população está incluída na faixa que o órgão de pesquisa considera de pobreza absoluta, faixa que ganha menos de um salário mínimo por mês, em torno de R$ 820, o equivalente a 262 dólares americanos. Repito, foi diante dessas profundas desigualdades que comecei a perceber melhor porque, em muitas ações judiciais, o asseguramento dos direitos fundamentais é valor que afasta o poder discricionário do administrador público e aponta ao juiz qual a decisão de maior garantia dos direitos humanos que ele deve tomar. Pois, em um país de complexas multiplicidades sociais, em que a escravidão de negros africanos só foi abolida em 1888, em que as mulheres só foram autorizadas a trabalhar sem a permissão dos maridos ou dos pais, receber herança ou ter a guarda dos filhos após a separação em 1962, em que os analfabetos só puderam votar a partir de 1985, e que até hoje não existe uma legislação que proteja a população LGBTT, não pode o judiciário, por temer ser chamado de arbitrário, o que no linguajar jurídico tem sido formulado como ativismo judicial, deixar de tomar decisões que, de acordo com as leis, e principalmente com a Constituição Federal de 1988, garantam a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais à vida, à saúde, à moradia, à educação e ao meio ambiente sustentável, dentre outros. Assim sendo, se o Poder Executivo opta, no plano de sua discricionariedade, por exemplo, deixar de implementar o saneamento básico, o esgotamento sanitário ou o fornecimento de água em determinada área onde moram centenas de pessoas, e se a lei permite ao juiz, no âmbito de uma ação civil pública ou de uma ação individual, determinar ao Executivo que promova a implantação deste serviço essencial de saneamento básico, não pode o juiz esconder-se confortavelmente atrás do princípio da discricionariedade do administrador público e, lançando mão do critério ou do princípio da separação de poderes, fundamentar a sua decisão, omitindo-se por receio de ser chamado de arbitrário. Eu trago um exemplo corriqueiro em nosso tribunal, e nosso tribunal é muito rico em vários exemplos no tocante a todas essas considerações que eu acabei de fazer. Mas vou trazer poucos exemplos. Esse exemplo é um dos mais constantes agora na atualidade. É o caso do vazamento do esgoto do Canal do Anil, no bairro de Jacarepaguá, em que dezenas de residências têm sido invadidas pelo esgoto fétido
por vazamento da rede mal dimensionada por omissão de anos do poder público municipal. Numa dessas demandas, refere o meu colega desembargador Alexandre Câmara, na apelação que eu aqui cito. A situação em apreço apresenta interesse individual dos autores, a fim de se atender ao princípio da dignidade da pessoa humana protegido pela Constituição, que o município do Rio de Janeiro, ao longo dos anos, desconsidera o princípio da dignidade da pessoa humana e seu dever constitucional de promover melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, o que caracteriza uma omissão específica da administração pública. Portanto, não há violação do princípio da separação de poderes na determinação de que o ente público realize o reparo da rede de esgoto para assegurar aos recorridos o direito à dignidade da pessoa humana. Quem melhor na doutrina aponta as mudanças necessárias na aplicação da lei nas questões relativas aos critérios discricionários próprios do planejamento das políticas públicas da administração pública é um autor chamado Alexandre Santos de Aragão, em sua obra Direito dos Serviços Públicos. Exatamente. Por isso é que eu o mencionei. Sobre o princípio da legalidade, que é o esteio, a base do poder discricionário, refere o professor Alexandre Santos de Aragão. As diversas acepções do princípio da legalidade estão relacionadas com as diversas atividades desenvolvidas pelo Estado. Uma legalidade mais rígida, quando o Estado, e eu aqui acrescento também o Poder Judiciário, era apenas o guarda noturno, que não buscava, ao menos de maneira programática, o bem-estar social e econômico. E uma legalidade menos rígida para um Estado que passou a tentar melhorar o dia a dia das pessoas, para o que teve que ser dotado de maior liberdade na persecução das finalidades estabelecidas pela lei para aquela atuação. E não sem razão, o professor Otávio Martins Port, no livro Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública, aponta: há normas constitucionais disciplinadoras de direitos sociais que possuem eficácia plena e aplicabilidade imediata, independendo, portanto, de mediação legislativa, sendo plenamente exigível uma atuação positiva da administração pública e do Poder Judiciário, por consubstanciarem tais normas verdadeiros direitos subjetivos próprios. É o caso dos direitos à saúde e ao ensino fundamental, na sua dimensão garantidora do núcleo essencial de todos os direitos fundamentais. Há, nesse plano, que obedecer-se à norma suprema, que é a Constituição. Nessa linha, portanto, se o administrador público não cumpre seu papel, o judiciário pode determinar-lhe a obediência aos princípios maiores que informam o ordenamento jurídico em vigor, sem que nisso haja arbitrariedade judicial ou desrespeito à separação de poderes. Ainda, e já me encaminhando para o fim da minha exposição, outros exemplos de atuação judiciária no Estado do Rio de Janeiro, que, afastando a discricionariedade alegada pelo Executivo, faz com que os juízes atuem em favor da população que resta desatendida na proteção de direitos fundamentais, por conta da omissão discricionária da administração pública. Na apelação civil 00413138, o desembargador Arthur Narciso, também do nosso tribunal, determinou fornecer-se o município de Saquarema, um pequeno município no interior, cadeira de rodas motorizada à aluna da rede pública de ensino
para possibilitar seu acesso à escola, garantindo o direito fundamental à educação. Já na apelação civil 011-047-65, o desembargador Sérgio Nogueira de Azeredo manteve sentença proferida no primeiro grau de jurisdição, garantindo matrícula de criança em creche, pré-escola, garantindo assim direito fundamental da criança no município de Campos dos Goitacazes e afastando a alegação de desrespeito à separação de poderes. Por fim, por vezes, a falta de conhecimento da administração pública é tão grande no que toca à realidade de vida das pessoas que, por vezes, é necessário que o juiz garanta direito fundamental, inclusive se não houver lei a respeito. Um último exemplo para clarear tal afirmação. No ônibus da Justiça itinerante, descobriram os juízes que há brasileiros e brasileiras que passam a vida quase toda sem certidão de nascimento. Pessoas que não têm qualquer documento ou lembrança da data, do lugar em que nasceram e, muitas vezes, só se recordam do prenome da mãe. Para que essas pessoas obtenham a certidão de nascimento, os juízes determinam a expedição do registro de nascimento com base em dados de caridade, dando nome completo, com data de nascimento aproximada, de acordo com a idade da pessoa que está ali na audiência, uma idade aparente, e incluindo local de nascimento registrado por alguma testemunha próxima ou na própria cidade do Rio de Janeiro. E é interessante porque os juízes, na falta de data, estabelecem a data da própria audiência e todos cantam parabéns para você, porque essa pessoa não tem data de aniversário. Então, nunca teve um festejo. Então, aquele é a data da certidão de nascimento que ela recebe e a data do primeiro parabéns para você. E isso são pessoas que, às vezes, têm 70, 80 anos. Não há lei a respeito, mas os direitos ao documento mais relevante, que é a certidão de nascimento, é conferida àquela pessoa. Eu vou terminar com uma apresentação muito breve de uma fala que eu gosto muito, que é a fala do cineasta Orson Welles, na sua versão do Processo de Kafka. E ele diz Orson Welles, na frente do portal da justiça está um guarda. Um homem chega do interior e roga que seja permitido seu acesso à justiça. Mas o guarda não pode permitir. O homem pergunta, posso ter esperança de entrar algum dia? É possível, responde o guarda. O homem tenta espiar pelas frestas. Ele havia aprendido que deveria haver acesso à justiça para todos. Não tente entrar sem a minha permissão, diz o guarda. Eu sou muito poderoso. Poderíamos dizer, sou muito discricionário. Sou muito poderoso, mas eu sou o menor dos guardas. De corredor em corredor, de porta em porta, cada guarda é mais poderoso do que eu. O guarda autoriza, então, o homem a sentar ao lado da porta. E ali ele espera. A discricionariedade do administrador público não pode impedir o acesso à justiça e, principalmente, num país de desigualdades, como é o Brasil, muito diferente do que acontece em França, não pode permitir que as pessoas, e principalmente aquelas que não são sequer enxergadas, permaneçam vivendo sem direitos fundamentais. Obrigado pela atenção. Merci beaucoup, Madame la juge. C'était très, très intéressant pour des Français. Je suis convaincu que ça a beaucoup intéressé aussi dans la salle. Une intervention avec beaucoup de courage et beaucoup d'engagement. Je vous félicite. Qui montre effectivement les limites de l'accès au juge dans
dans le discrétionnaire. Le discrétionnaire, c'est aussi simplement le fait de pouvoir revendiquer. Et merci beaucoup de ces interventions. Alors, on a encore quelques minutes. Est-ce que des gens veulent poser des questions à nos intervenants? Et il y a même un micro pour le faire, pour que tout le monde soit traduit. Non? Pas encore? Après, d'accord. Et donc on passe à la troisième. Est-ce qu'il y a une pause ou est-ce qu'on ouvre à la troisième table ronde? Oui, la troisième, la tercera mesmo. Oui. Oui, la troisième. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre attention et merci aux deux intervenants qui ont fait des interventions passionnantes.